Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Team F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Toto Wolff, Hamilton nous a surpris avec son envie de prolonger chez Mercedes. Nous n'avons entamé aucune discussion sur sa déclaration aussi franche, nous a pris un peu par surprise. Ça couvait en lui, nous ne sommes pas totalement surpris mais nous n'étions pas prévenus. Au moins les choses sont claires maintenant. Nous voulons définitivement terminer la saison, puis trouver un moment de calme pendant l'hiver pour prolonger. Hamilton, qui a remporté 6 de ses titres au cours des 10 dernières années avec Mercedes, est devenu une figure influente au sein de l'équipe allemande. Et Wolff admet que ses considérations sur un nouveau contrat incluront forcément les activités grandissantes de Hamilton en dehors de la voiture. Il a ses propres activités, mais il en a aussi beaucoup avec nous hors du cockpit. Il va falloir concilier tout ça. Il est bien plus qu'un pilote et pour nous maintenant. Et même si nous ne parlons pas d'une fin de carrière, il est également important de parler de son rôle d'ambassadeur de Mercedes et des nombreux sponsors que nous avons et de l'implication qu'il peut avoir dans notre univers plus large. Et le fait que Lewis atteigne les 40 ans pendant son contrat en F1 ne fait absolument pas peur à Wolff, et ni à Hamilton d'ailleurs. Vous pouvez voir les athlètes d'aujourd'hui repousser les limites en termes d'âge. Pour moi, Alonso est performant à un très haut niveau et vous regardez pour moi le meilleur athlète du monde, Tom Brady, sur le terrain, être au top encore à 45 ans. Tant que vous continuez à prendre soin de vous et de vos capteurs cognitifs, tout va bien. Je pense que Lewis a encore de nombreuses années devant lui. Je suis à peu près certain que ça se passera bien ici, au sein de l'équipe. Reste maintenant à savoir combien de temps ils vont plonger, si c'est 2 années supplémentaires ou 3 par exemple, après 2023. Voilà, on saura ça je pense cet hiver, au cours de l'intersaison. Allez, faites-moi vos pronostics, vous pensez qu'il va prolonger de combien de temps? 2 ou 3 ans ou plus? Allez, ciao. Alors, le public mexicain a été assez problématique ce week-end. Plusieurs pilotes s'en sont plaints. On rappelle aussi qu'Hamilton a été hué lors de l'interview après la course, là. Donc ça, les interviews en question, là, c'est avant le Grand Prix. Donc voyons ce qu'en pensent Gasly, Norris et Perez. Je pense que laisser les gens rentrer dans le paddock est une bonne chose. Mais il est vrai que parfois, certains invités ne respectent pas l'espace dont nous avons besoin, déclare Gasly. Des gens entrent dans le garage juste avant les qualifs et demandent des photos, alors qu'ils ne font même pas partie de l'équipe. Mon travail est là et nous voulons être sûrs de donner du temps aux fans quand c'est possible. Mais ce week-end, je ne suis même pas sorti d'hospitalité car sinon on se fait assaillir et la situation peut devenir agitée. On a ouvert mon sac avec lequel je suis arrivé vendredi matin. Mon passeport était à l'intérieur. Je sentais qu'il n'était pas là où il devrait être. C'était clairement ni moi ni mon manager. La même chose s'est produite à Austin lorsque j'ai quitté le paddock et j'ai cherché un truc dans mes affaires. Les pilotes de F1 ont-ils besoin de sécurité? Gasly le pense après ces incidents. Nous n'avons jamais eu de sécurité jusqu'ici en F1, et peut-être qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Mais comme je l'ai dit, je suis toujours prêt à donner mon temps aux fans. Ce n'est pas ce que nous voulons. C'est pas que nous voulons plus voir personne, nous voulons simplement que tout le monde soit heureux. Nous en avons discuté durant le briefing des pilotes. C'est super de voir des gens et des enfants profiter du moment, mais il faut trouver un moyen de leur faire comprendre quand c'est le moment de nous laisser de l'espace. Alors Norris, il n'y a plus autant de respect pour l'espace personnel, il devrait se sentir chanceux d'être aussi proche de nous. Ce serait facile pour nous de toujours entrer sur le circuit discrètement et de ne pas se montrer devant les fans. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, nous sommes heureux de marcher dans le paddock, mais les gens doivent respecter notre espace personnel et nos limites. En tant que Mexicain, Perez a forcément un point de vue différent. Les Mexicains sont bien sûr très intenses, mais ce sont des gens bien, ils font de mal à personne. C'est génial de voir ça, ça ne se produit pas beaucoup dans d'autres pays, c'est donc bien pour la F1 de pouvoir profiter d'une telle ambiance. Et quand Hamilton s'est fait huer, du coup, vous voyez en fond, il est intervenu, Checo, pour leur dire non, stop. Regardez, il est là, avec le à la main, il fait non, arrêtez de le siffler. Ça, c'est bien de sa part, pour le coup, il était pas obligé de le faire, mais il a tenu à le faire quand même. Et vous remarquerez le père de Checo est toujours en train de sourire derrière. Il est lunaire, lui, aussi. Voilà, donc, est-ce que le public mexicain est pas un peu extrême, là? C'est vrai que fouiller dans les sacs, c'est chaud, quand même. Heureusement qu'on lui a rien volé à Gasly, au final. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Bon, je vous laisse commenter. Vous êtes en train de me dire que Mercedes et Red Bull sont en train de se disputer Ricciardo pour un poste de pilote de réserve. C'est une blague, là. Vainqueur de 8 Grands Prix, Ricciardo longue ainsi vers le poste de pilote de réserve de développement dans une équipe du top dans l'espoir de retrouver un rôle de titulaire en 2024. Jusqu'à présent, les rumeurs le liaient à Mercedes, mais depuis quelques jours, on comprend que le principal intéressé est toujours en discussion avec plusieurs équipes. Parmi elles, l'écurie avec laquelle il a remporté la quasi-totalité de ses succès en F1, Red Bull. Daniel discute avec quelques équipes d'un rôle potentiel, et Red Bull en fait partie. Ricciardo avait fait ses adieux à l'équipe autrichienne fin 2018, avant de relever un nouveau défi avec Renault.
aujourd'hui devenu Alpine. Le départ du pilote australien de l'équipe Red Bull en avait étonné plus d'un, mais la place prise dans l'équipe par Verstappen ne cadrait plus avec les ambitions de Ricciardo. Mercedes perdra cet hiver ses pilotes de réserve actuels, puisque après le retrait de la marque à l'étoile de la Formule E, Van Dorn évoluera chez DS Penske, où il défendra son titre de champion du monde. Quant à Nick De Vries, donc, qui rejoint les girons Red Bull chez AlphaTauri, Mercedes s'interroge donc sur le poste de troisième pilote pour l'avenir. C'est un rôle important, mais nous ne savons pas qui l'occupera. Daniel est là depuis un moment et connaît très bien CF1. Ça pourrait être un avantage pour nous, mais nous n'avons pas encore pris de décision. Alors ça, c'est étonnant. Est-ce que Ricciardo pourrait rejoindre à nouveau le clan Red Bull et lorgner vers un baquet titulaire chez AlphaTauri en 2024 si, par exemple, Tsunoda ne fait plus de résultats, plus assez en tout cas? Pourquoi pas? En tout cas, chez Mercedes, les places sont prises, donc il n'ira pas en titulaire en 2024 chez Mercedes, c'est clair. Sachant que Russell il est sur un contrat à long terme et qu'Hamilton va re-signer. Donc il doit se poser des questions, Daniel, là. Et c'est un peu chaud pour Mercedes, effectivement, parce qu'ils ont plus de Vries, ils ont plus Van Dorn. Donc compliqué. Peut-être éventuellement recruter Hülkenberg si celui-ci ne signe pas chez Haas, ou alors Mick Schumacher si Hülkenberg va chez Haas. Compliqué toute cette histoire de pilote de réserve, hein. Je vous laisse commenter. La FIA aurait fait appel à Bernie Ecclestone dans l'affaire Red Bull. Putain, mais lui, laissez-le où il est, sérieux, pourquoi vous faites encore appel à cette momie insupportable? La Corriere della Sera rapporte que la FIA aurait fait appel à Ecclestone qui aurait joué un rôle clé dans la sanction prise à l'encontre de Red Bull. Ecclestone est à la fois ami de Ben Sulayem et de Horner, le directeur de l'équipe Red Bull. Il aurait donc facilité la discussion et la sanction aurait finalement été déterminée en consultation de tout le monde. Si l'information se vérifie, elle ne devrait pas calmer les clans Mercedes, Ferrari et McLaren, qui ont jugé la sanction comme trop légère au vu de l'infraction commise. Quelques heures plus tôt, il avait déjà été rapporté que Adrian Newey avait influencé également la FIA. Voilà, génial. Petite magouille entre amis, donc, petite magouille Horner, Ben Sulayem, Ecclestone, voilà. Cette petite mafia, là, ce petit clan, là, voilà, c'est vraiment répugnant, quoi. J'ai pas d'autres mots. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Choquant, non? Allez, ciao. Oh, Binotto qui tacle le Mercedes. Ah, attention, qu'est-ce que tu vas nous dire, Binotto, là? Mathia. Mercedes a peut-être perdu 2 victoires à cause de la stratégie. Ferrari n'est pas la seule équipe à faire des erreurs. Certes, mais Mercedes a quand même fait beaucoup moins d'erreurs que vous, hein, Ferrari, quand même, cette saison. Hamilton a terminé ses 2 grands prix, donc, Mexique et États-Unis, en pneus durs. Et par choix au Mexique, quand Verstappen a profité des médiums pour avoir un avantage en termes de perfo. En Hongrie, nous avions été critiqués, ce qui se produit normalement lorsque vous ne prenez pas les meilleures décisions. Mercedes vient peut-être de perdre les 2 dernières courses en choisissant pas les bons pneus, notamment Austin. Nous ne sommes donc pas les seuls à faire des erreurs, et à devoir effectuer des choix différents. La Scuderia était particulièrement en difficulté en termes de rythme ce week-end, mais Binotto estime en revanche qu'elle était sur la bonne stratégie après avoir compris que le pneu tendre tiendrait plus longtemps que prévu. Ouais, pour le coup, ils étaient sur la bonne strat, mais juste leur voiture était trop lente en fait. Nous avons vu qu'il y avait un peu de dégradation sur le tendre, ou du moins qu'il était possible de chausser les pneus médiums tout en faisant un seul arrêt. C'est donc ce qu'on a fait. Nous avons dû gérer nos pneus pour faire en sorte de ne faire qu'un seul arrêt, ce qui explique aussi notre rythme lent en course. Nous sommes convaincus qu'il s'agissait du bon choix. À un moment donné, Charles nous a demandé de considérer le plan C, qui consistait à faire 2 arrêts, car nous savions que ce serait difficile avec les pneus. Mais cela aurait renvoyé dans le trafic. Le plan était donc de faire qu'un seul arrêt. Ah oui, s'ils avaient fait un deuxième arrêt, ils auraient été en lutte avec McLaren et Alpine, du coup. L'humiliation, quoi. Le bilan du week-end mexicain est donc que la F1 75 manquait de rythme pour espérer jouer le podium. Mais Binotto est donc satisfait de la stratégie, ainsi que de la performance de ces 2 pilotes. Un week-end très difficile pour nous, et il est clair que nous étions déjà en difficulté en qualif. Ça s'est accentué en course. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais dans un week-end difficile comme celui-ci, c'est essentiel de ramener les voitures à l'arrivée et d'engranger le plus de points possible. Charles et Carlos ont fait de leur mieux, et la façon dont ils ont abordé les premiers virages, après le départ, était exemplaire. Il est essentiel que nous progressions lors des 2 dernières courses, afin de terminer la saison au maximum de notre potentiel. Ok, bon bah ouais, je suis assez étonné, je pensais que Ferrari serait dans le coup aussi pour le podium au moins. Pas forcément la victoire, mais le podium. Là, ils étaient complètement à l'ouest. C'est la pire course de Ferrari cette saison. Bon, ça arrive, voilà. Allez, je vous laisse commenter. Et Hamilton, c'est énorme d'avoir pu suivre les Red Bull au Mexique. Le Britannique est fier des progrès de Mercedes. Alors, c'est con parce que la voiture progresse, mais la stratégie régresse. Dommage. Est-ce qu'on peut mettre tout bout à bout un jour, ou ça se passe comment? Il était content donc de séparer les 2 Red Bull, d'être sur le podium. Je pense que c'est un très bon résultat pour nous. Nous avons amené une évolution
À Austin, ça a marché. Ils ont toujours un avantage, mais malgré ça, c'était incroyable de nous battre en qualif et d'obtenir la 2e et 3e place. Lorsque nous avions que la stratégie, je voulais que nous prenions le risque de faire quelque chose de différent avec les 2 voitures. J'avais le sentiment que Red Bull prendra le départ en pneus tendres. Et une fois les courbettes chauffantes retirées, on a vu que c'était le cas de tout le monde à part nous, qui avions les médiums. À ce moment-là, je me disais que nous allions avoir un problème, mais que la course était longue et peut-être qu'ils effectueraient 2 arrêts. Mais le pneu médium n'a jamais chuté. Je pense donc qu'ils étaient sur la bonne strat en fin de compte. Mais je suis reconnaissant d'avoir pu suivre le rythme durant le premier relais. C'était énorme d'être capable de suivre Red Bull. Est-ce qu'il aurait préféré de faire durer ces médiums plus longtemps? J'ai cessé de dire à l'équipe que mes pneus allaient bien. Mais Sergio venait juste de s'arrêter. Je suppose donc qu'ils allaient bien plus vite que moi à ce moment-là. Alors si nous étions restés en piste plus longtemps, je serais ressorti derrière lui. Et c'était terminé. Ouais, il y a ça aussi, effectivement. Malheureusement, au départ de la course, il y a eu une bonne bataille au virage 1 et 2, mais mon équipier s'est fait passer par Sergio. J'étais donc seul contre 2 Red Bull. C'est très difficile stratégiquement parlant avec une seule voiture. Alors, avec une seule voiture, il était pas loin derrière Perez quand même, Russell. On peut pas dire qu'avec une seule voiture, Lewis quand même. Relativisons. On a vu Red Bull demander à Verstappen de s'assurer qu'Hamilton ne soit pas trop proche de son aspiration en début de course, et le Britannique regrette le mauvais choix de gomme, qui lui a pas permis de rester au contact. Je pense que c'est la différence entre les pneus qui posaient problème au début. Le tendre était naturellement plus rapide. C'était surprenant de voir à quel point ils parvenaient à le conserver. Je faisais de la gestion de mon côté, mais je pouvais voir qu'ils avaient le dessus lors de ces premiers relais. Je me rapprochais un peu à la fin, et j'espérais me retrouver dans la lutte, mais une fois que nous avions chaussé le dur, c'était terminé. Je pense qu'ils auraient fini par prendre le dessus de toute façon, ils restent un peu plus rapides. Nous n'avions peut-être jamais été aussi proches d'eux, mais avec le même pneu, nous aurions pu prendre plusieurs dixièmes par tour. Ils sont rapides en ligne droite, et ne perdent pas de temps dans les virages. J'étais dans son aspiration, c'était difficile d'y rester. C'est donc quelque chose de plus que nous. Ils ont quelque chose de plus que nous, pardon. Mais nous nous rapprochons, si nous avions débuté en temps, l'écart aurait peut-être été le même lors du premier relais. Nous aurions pu tenter de réaliser l'undercut. Mais c'est toujours plus facile à dire avec le recul. Je suis malgré tout reconnaissant des progrès effectués, et du fait que nous soyons maintenant en lutte avec la Red Bull. J'espère que ça va se reproduira au Brésil et surtout à Abu Dhabi, parce qu'à Abu Dhabi, il y a des longues lignes droites quand même. Donc là, attention. Brésil, je pense que la Mercedes peut être en forme aussi. À Abu Dhabi, je suis un peu moins sûr. On verra ça. Il y a tant de positifs à ramener du week-end, la voiture n'avait jamais été aussi compétitive cette année. C'est dû au travail incroyable que réalisent tous ces hommes et femmes qui travaillent à l'usine, ils ne l'abandonnent pas. Une démonstration de résilience et de persévérance. Je suis très heureux d'être de retour dans le combat, nous avions déjà failli avoir une chance de l'emporter lors de la course précédente. Je ne sais pas ce que vaudra la voiture lors des prochaines courses, mais j'espère qu'au Brésil, il y aura quelque chose de spécial. Nous verrons. Et oui. Ayrton va rentrer dans Lewis. Ils vont fusionner. Et du coup, les Brésiliens vont être en furie. Et il va gagner. Bon allez, ça suffit, les délires. Non mais la W13, effectivement, qui a progressé. Elle a bien aimé le Mexique, contrairement à la Ferrari, qui a détesté le Mexique. Donc, à voir. Encore de bons points marqués, mais pas de victoire, dommage. Ciao. Alonso, qui est toujours aussi salé contre Alpine. Encore un abandon pour Fernando Alonso. Une nouvelle fois, c'est la voiture numéro 14 qui s'arrête avant de voir le drapeau damier, déclare-t-il. Et oui, c'est un complot contre lui. On lui met des bâtons dans les roues, Fernando. Nous en sommes désormais à 70 points de déficit cette saison, mais ça ne sert à rien d'en parler une fois de plus. Plus que 2 courses avant d'ouvrir un nouveau chapitre. Il en a tellement marre de cette équipe. Je pense qu'Austin et le Mexique ont été mes 2 meilleures courses sur le plan personnel. À un moment donné, j'avais 20 secondes d'avance sur le McLaren et mon coéquipier. Je me sentais rapide aujourd'hui, mais encore une fois, je ne vois pas l'arrivée. J'ai roulé sur 5 cylindres, avec 5 cylindres sur 6 pendant 20 tours. J'étais extrêmement lent et le moteur a fini par casser, ce qui est peut-être le mieux. Je voulais déjà m'arrêter depuis un moment, mais l'équipe voulait que je reste en piste au cas où il y aura une voiture de sécurité, voire un miracle, pour que nous puissions sauver quelques points. Je suis très déçu. Tu m'étonnes. Bon voilà, encore 2 courses à souffrir chez Alpine pour Fernando, et écoutez, 2023 chez Aston Martin, on verra ce que ça donne. Hein. Allez, bye bye. Ah là là, il s'est repris un point de pénalité sur sa licence, Gasly. Il est à 10 points sur 12. Oh là là, alors là ça craint. Hein. C'est terrible. Donc on rappelle, il a été pénalisé pour avoir quitté la piste et obtenu un avantage en dépassant Lance Stroll dans le virage 4. Gasly a gardé la position et est resté devant le Québécois, recevant une pénalité de 5 secondes, puis un point de pénalité. Donc en gros là, il a 10 points sur 12 de pénalité sur son permis, jusqu'en mai 2023, où il reprendra un point en moins, donc il aura 9. Donc 7 courses à faire avec 10 points de pénalité. Ouah, c'est chaud. Honnêtement, je pense qu'il va se faire ban d'une course. Parce que là, il est dans une mauvaise spirale. C'est compliqué, là, pour Gasly. Hein. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs, il a autant de points de pénat. J'ai l'impression que la FIA lui en veut, mais bon.
Je suis un pilote de course, si je vois un trou, je cherche à l'utiliser. Si vous n'êtes pas satisfait, dites-moi de rendre la position et je resterai. Je n'ai eu aucun commentaire à la radio, c'est dommage. Bien sûr, j'ai envisagé de rendre la place. Il suffit donc de me le dire à la radio. C'est ce qu'ils ont fait dans le passé, mais pour une raison quelconque, pas cette fois. Nous nous sommes retrouvés à 4 secondes de la 9ème place, donc sans la pénalité, c'était des points, il me manquait un tour. La course c'était bien, on est parti 14ème, on était proche du top 10. Ça aurait été bien de marquer des points. C'est dommage que ce soit toujours la même histoire. Le week-end dernier, nous sommes arrivés 11ème avec la pénalité. C'est juste dommage d'être impliqué dans des incidents. Je vais devoir changer mon approche parce que chaque week-end, il semble que ce soit à peu près la même histoire. Donc je vais devoir changer quelque chose. Et vous savez pourquoi ils ont rien dit? Parce que ça se trouve, ils se disent... bon, il sera peut-être banni, pas chez nous, mais chez Alpine. Comme ça fera un concurrent féroce en moins. Ils vont devoir le remplacer par un jeune pilote, genre Douane par exemple. À moins qu'il s'appelle Ricardo pour l'occasion, mais bon. Ils se disent ça va pénaliser Alpine en 2023 s'il se fait bannir d'une course. À mon avis, ils ont pensé à ça chez AlphaTauri, parce que c'est pas normal qu'ils préviennent pas. Effectivement, ils auraient dû lui dire bon, Pierre, c'est un peu chaud ce que t'as fait, essaye de rendre la place quand même. Je crois qu'ils en ont plus rien à foutre en fait. Et là, ça craint pour Pierre Gasly, je vous le dis. Il y a danger, comme on dit. Ciao. Alors, il y a une horde de fans de Max sauvage qui est apparue sur la dernière vidéo que j'ai fait concernant ce sujet. Donc, Max qui boycotte Sky. Donc, je sais pas ce qui vous prend, les mecs. Voilà, on en parle juste. Après, c'est son choix. Maintenant, il va s'expliquer sur ce choix, justement. D'ailleurs, il n'y a pas que lui qui a boycotté Sky F1. Il y a toute l'équipe Red Bull, tout simplement. Horner, Marco, etc. Perez aussi. Donc Ted Kravitz a reparlé ce week-end du Grand Prix d'Abu Dhabi en évoquant un vol contre Hamilton. Mais ce commentaire précis n'a pas été le déclencheur du boycott apparemment. Verstappen assurant que l'approche de Sky l'a agacé. Ça n'a rien à voir avec ce week-end, mais cette année ils ont constamment insisté et été respectueux. Surtout une personne en particulier. Et à un moment donné, c'est assez, je l'accepte pas. Vous pouvez pas vivre dans le passé, vous devez juste aller de l'avant. Bah, c'est facile pour lui de dire ça. En ce moment, les réseaux sociaux sont un endroit très toxique. Si vous êtes constamment comme ça à la télé, vous aggravez la situation au lieu d'essayer de l'améliorer. Vous continuez à me manquer de respect et à un moment donné, je ne le tolère plus. C'est donc pour ça que j'ai décidé d'arrêter de répondre. C'est pas grave, Sky s'en remettront. Je pense qu'il y a 19 autres pilotes qui vont répondre à leurs interviews. Qui perdent Max, c'est un peu dommage pour eux, mais bon. Je suis pas sûr que de toute façon, dans les téléspectateurs de Sky, il y ait beaucoup de fans de Max Verstappen. Et je pense que ça va être encore pire, parce qu'au final, ils vont s'énerver du boycott et ils vont l'enfoncer encore plus. Donc c'est peut-être pas la bonne solution de faire ça, mais bon, je sais pas. Après, je comprends aussi son point de vue à Verstappen. Ça doit l'énerver de se faire toujours descendre, quoi. Je pense que c'est juste que le sport est plus populaire, donc il y a plus de gens qui regardent, il y a plus de gens qui écrivent. C'est à cause de ça. C'est pas génial qu'ils soient autorisés à écrire ce genre de choses. J'espère que nous pourrons mettre au point un algorithme qui empêchera les gens de devenir des guerriers du clavier. Parce que ce genre de personne ne viendrait jamais vous dire ce genre de choses devant vous. Ah, ça, c'est pas gagné, mon gars. C'est parce qu'ils sont assis devant leur bureau ou n'importe quoi d'autre à la maison qu'ils sont contrariés et frustrés, et qu'ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, parce que la plateforme leur permet. Ça peut être vraiment dommageable et blessant pour certaines personnes, et c'est pas comme ça que ça doit être. Alors, Horner, nous sommes juste déçus par une série de commentaires désobligeants qui ont été faits sur Sky, donc nous avons pensé que sur ce week-end, on ferait juste une pause. Ça ne ferait pas de mal à Sky que nous fassions une pause ce week-end. Il doit y avoir un équilibre dans les commentaires. Certains commentaires sont excellents, mais il y a trop de sensationnalisme, et nous sommes solidaires en tant qu'équipe. Nous avons été très clairs, et pas seulement sur Sky UK, mais sur toutes les chaînes Sky, en Allemagne et en Italie. Alors eux, pour le coup, ils ont rien fait, en fait. Pourquoi vous les bannissez? Sky Allemagne et Italie, je comprends pas, là. C'est pas logique, en fait. C'était juste pour ce week-end, c'est juste pour exprimer notre mécontentement dans certains des commentaires moins impartiaux qui sont faits, ou des accusations qui sont parfois faites, car la télé semble devenir de plus en plus sensationnaliste. Ce week-end, les tensions entre pilotes et médias ont semblé plus fortes que jamais. Norris a sèchement repris David Croft, lui aussi de Sky, après que le commentateur a jugé que le départ du pilote McLaren n'avait pas été bon au Mexique. « Tu devrais essayer de piloter la voiture », a lancé Norris de manière cinglante, avant de répondre à sa question. « Ah ouais, mais bon les gars, voilà, après il faut assumer, vous êtes pilote, on peut vous critiquer, c'est comme ça, changez de boulot sinon. » La veille, une incompréhension avait eu lieu entre Mick Schumacher et un journaliste de F1 TV. Après le tour annuel, l'Allemand qualif, son interlocuteur lui a dit qu'il était loin de passer en Q3, ce qui a semblé agacer le pilote. Il a fallu quelques secondes pour que le malentendu soit dissipé, et l'intervieweur assurant qu'il parlait juste du fait que le tour avait été annulé. Ces deux exemples montrent que les interviews effectuées à chaud, lors d'une saison très longue, peuvent parfois mener à des difficultés de compréhension. Ouais, on va dire ça. Donc voilà, apparemment ils ont juste boycotté Sky pour ce week-end, d'après ce qu'ils ont dit, donc dans 2 semaines, bah écoutez, ils en font des interviews normalement. Est-ce que Sky s'excusera? Je sais pas. Je pense pas, moi. Allez, bye bye. Wolf admet que Mercedes s'est trompé à Mexico sur la stratégie. Bon, bah au moins il l'admet. Mais bon, là, s'il y avait une opportunité claire de gagner. Vous avez vu, comme Hamilton suivait à peu près Verstappen à 2 secondes 2, dans son premier relais avec des médiums, et l'autre était en tendre. C'était prometteur. Il fallait juste rallonger un petit peu le relais en médium.
Effectivement, bon, il serait ressorti bien derrière Verstappen, mais avec ses tentes, je pense qu'il aurait pu revenir dessus et tenter pourquoi pas une attaque. Franchement, qu'est-ce que vous avez fait, Mercedes, quoi? C'est inadmissible. Vous voyez, hein, je le dis, hein, quand Mercedes fait de la merde aussi. Hein. Il faut le dire quand son équipe favorite fait de la merde. Faut pas être dans le déni. Avec le recul, il est toujours plus facile de juger, mais la unique avec médium et dur semblait être la bonne stratégie. Le fait que les médiums tiennent si longtemps à la fin était une surprise. Si nous devions recommencer la course, peut-être que nous choisirions un pneu différent. Bah j'espère, oui. Wall se demande s'il aurait fallu faire durer plus longtemps le premier relais de Russell. Il aurait peut-être fallu perdre plus de temps avec les médiums pendant 5 ou 6 tours de plus, et ensuite essayer de faire 30 tours avec les tendres. Mais c'était pas très bon, bien qu'avec Ricardo, vous ayez pu voir que c'était possible. C'est grâce à ça que Ricardo marque de gros points, hein, les gars. Ricardo, on rappelle qu'il est largué depuis le début de saison. Là, il a terminé plus de 10 secondes devant les Alpines avec cette stratégie, sachant qu'Alpine a clairement utilisé la même que Mercedes. Il s'est eu la performance de ses pilotes, Lewis et George ont fait un travail incroyable. Nous avons discuté pour savoir si sa stratégie tendre dur était viable. Mais nous n'avions pas vraiment la stratégie tendre médium sur notre radar avant la course. En vrai, ouais, ils auraient peut-être dû partir en dur, à la limite. Bon, ça aurait peut-être patiné au départ, ça aurait peut-être été problématique, mais bon. Au final, ils sont sur deux et ils mettent des tendres à la fin, quoi. Ouais, il y a des trucs à revoir hein. Chez Mercedes, au niveau de la strat, c'est inadmissible. Là. On s'est trompé avec le recul, mais nous avons quand même montré de bonnes performances et nous avons obtenu des précieux points. Notre écart face à Red Bull était faible, nous avions une bonne marge par rapport à Ferrari. Oh oui, ça on peut le dire, mais bon, je pense que c'est un incident de parcours hein, pour Ferrari. À mon avis, ça va pas se reproduire au Brésil ou à Abu Dhabi, je pense que l'altitude, ils ont pas apprécié. Alors je ne sais pas par quelle explication scientifique la Ferrari n'a pas apprécié l'altitude. Écoutez, si vous avez des théories, dites-moi en commentaire. Cependant, nous devons faire attention à ne pas tirer de conclusions rapides et attendre de voir ce qui se passe au Brésil. Et oui, nos objectifs sont toujours de gagner une course et de nous battre pour la deuxième place au championnat constructeur. Nous voulons démontrer que notre voiture est rapide et que toute l'équipe a mis tellement d'efforts pour améliorer la voiture. Ce serait fantastique pour eux si nous pouvions y arriver pour l'une des 2 dernières courses de l'année. Ok. Alors, réaction de Chauvelin, on a tous les officiels Mercedes du coup. C'est un mélange particulier d'émotions après ce week-end. Nous démontrons des progrès avec la voiture et l'évolution que nous avons apportée à Austin a clairement permis de franchir une bonne étape de performance. L'équipe de Brixworth peut également être satisfaite du travail qu'elle a effectué pour préparer et optimiser le moteur, pour ce qui est une piste très difficile compte tenu de l'altitude. Ouais, ils se sont pleins de... Hamilton s'est plein de coupures moteur hein, pendant la course encore. J'espère que ce moteur va pas lâcher au Brésil ou à Abu Dhabi quand même. Ça a été une de nos meilleures performances de la saison, c'est donc clair qu'ils ont fait un excellent travail de ce côté-là. Nous ne pouvons pas non plus critiquer l'engagement des pilotes de toute l'équipe à la fin, de ce qui a été une saison très longue et très difficile, même si tout donner chaque week-end n'est pas encore suffisant pour remporter des victoires. Alors Chauvelin explique la stratégie. Si nous avions pu refaire la course, on serait parti en pneu tendre. Nous savions qu'il y avait... Mais pourquoi en fait? Non, il fallait partir en médium. C'était bien de partir en médium. Il fallait juste rallonger le plus possible le médium. Moi je pense que c'est ça. Hein. Nous savions qu'un arrêt avec tendre et médium était possible, mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit aussi confortable. Notre stratégie reposait sur le fait que les médiums allaient s'effondrer en fin de course, mais ça s'est tout simplement pas produit. Eh ben non, et voilà. Mais en plus, ouais, enfin, ils sont arrêtés avant que les autres fassent des énormes relais en médium. Mais quand ils ont dû voir ça, d'ailleurs, ils se sont dit, oh merde, on a peut-être fait une connerie là. Sur une note positive, nous avons réduit l'écart avec Ferrari, et nous allons continuer à les poursuivre jusqu'à ce que le drapeau damier tombe à Abu Dhabi. Il nous reste 2 courses à disputer, quelques jours, pour nous regrouper avant la course au Brésil. Ah oui, il y a le sprint au Brésil, c'est vrai aussi. Il y a encore beaucoup à faire. Ouais, bon, ouais, frustrant, parce que là, il y avait une vraie opportunité de gagner. Je pense que la voiture, par rapport à la Red Bull, était pas larguée pour une fois. Elle était juste un tout petit dixième derrière. Et encore, c'est même pas sûr, ça se trouve, elles étaient au même niveau, les deux voitures. Et là, bah, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, clairement, Mercedes, et c'est une occasion de gâcher, je suis un peu dégoûté, là. Les pilotes ont fait le job, mais Mercedes fait de la merde. Bon, eh ben, c'est pas comme ça qu'ils vont gagner une course cette saison, je vous le dis. Hein. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse commenter. Alors, les 3 pilotes évoquent le Grand Prix à venir. Dernière news avant la course, je précise. Verstappen, j'avais déjà démarré partout sauf en pole ici, et pourtant nous avons gagné des courses déjà. Il sera donc important de prendre un bon départ. Je pense que notre vitesse de pointe pourrait nous permettre de nous défendre lorsque quelqu'un sera dans notre aspiration. Je m'attends à ce que nous ayons un bon rythme en course, mais oui, je ferai tout mon possible pour rester en tête au premier virage. Ok. Russell, nous avons l'air compétitif et je pense que nous avons une chance raisonnable. Et bien sûr, avoir Lewis également à l'avant nous donnera peut-être l'opportunité de tenter quelque chose de différent avec la stratégie. Je pense que personne ne sait s'il s'agira d'une course avec 1 ou 2 arrêts. Nous verrons ce qu'il est possible de faire. Hamilton s'élancera 3ème, de quoi lui donner des idées. Oui, à condition que son moteur ne fasse pas des siennes comme hier en qualif. C'est toujours une course difficile ici en raison des températures et de la tenue des pneus. Et ces gars-là chez Red Bull ont été rapides toute l'année. Même à notre meilleur niveau ce week-end, nous perdons du temps sur eux en ligne droite.
Il sera donc difficile de les battre en course, mais on fera de notre mieux. Alors, précisons quand même que sur ce circuit, ils perdent un peu moins que d'habitude en ligne droite sur eux parce que l'altitude est beaucoup plus élevée du coup. Ça masque un peu les faiblesses de la W13. Le premier virage présentera une opportunité. Alors j'aime bien cette phrase. Nous tenterons le tout pour le tout. Ça je vais le mettre en titre de la vidéo je crois. Alors il évoque le problème moteur à partir de la Q2 qui a ensuite affecté la Q3. Je perdais de la puissance en sortie de virage, ça m'a coûté du temps. Je sais pas exactement ce qui s'est produit, mais j'espère que l'équipe parviendra à faire en sorte que ça ne soit pas un problème en course. Ah ouais, ça serait con un problème moteur en course là. Ah non, j'espère que ça ira. Hein. Bon, eh ben rendez-vous à 21h sur Tip Story sur YouTube pour le live ou Twitch pour ceux qui préfèrent Twitch Tip F1. Allez à toutes. Verstappen va bouder les micros de Sky Sports jusqu'à nouvel ordre. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Sky Sports là? Il va censurer, il va boycotter du coup, ouais, c'est ça, c'est le terme. Hein. Le double champion du monde en titre est mécontent des commentaires faits par Ted Kravitz dans son émission Ted's Notebook après le Grand Prix des US, lorsqu'il a fait référence à Lewis Hamilton à qui on a volé le titre 2021. Terrible. Terrible vérité, hein, finalement. Verstappen n'a pas parlé à Sky Sports après les qualifs samedi, ayant été mis au courant des commentaires, ne le fera pas dimanche. Selon le journal néerlandais de Telegraph, Verstappen prévoit également de faire la même chose avec Sky Sports Italia et Germany. D'accord, tout le réseau Sky Sports en gros, quoi. Verstappen et Red Bull n'ont pas encore confirmé si le boycott se poursuivra au-delà de ce week-end, alors qu'il reste des courses au Brésil à Abu Dhabi. Dans l'émission de Kravitz faisait aussi référence à Brad Pitt qui se trouvait dans le paddock du circuit des Amériques. Et à quel scénario hollywoodien ça aurait été si Hamilton avait remporté sa première victoire de 2022 en battant Verstappen. Hamilton ne gagne pas une course de toute l'année, puis revient finalement sur un circuit où il pourrait gagner la première course de l'année, en affrontant le même gars qui a gagné la course où il a été volé l'année précédente, et parvient à finir devant lui. Quel scénario ça aurait été? Mais ce n'est pas comme ça que le scénario s'est déroulé, n'est-ce pas? Parce que le gars qui l'a battu après avoir été volé l'a en fait dépassé parce qu'il a une voiture plus rapide à cause de l'ingénierie, de la Formule 1 et du design, et plus ou moins grâce à New Way, le concepteur principal de la voiture de Red Bull. Ce n'est pas la première fois que Verstappen prend des mesures contre les médias. Il a boycotté Netflix après avoir été mécontent de la représentation des rivalités entre pilotes dans Drive to Survive, ce qui signifie qu'il a à peine figuré dans la série couvrant 2021 et son premier championnat. Il a confirmé plus tôt cette année qu'il était maintenant prêt à coopérer avec Netflix. Très bien, belle ambiance. Alors Kravitz, il aurait pu aller encore plus loin en disant parce que le gars qui l'a battu après avoir été volé l'a en fait dépassé parce qu'il avait dépassé le budget l'année dernière et qu'il avait donc une voiture plus rapide et illégale. Mais il aurait pu aller jusque là, il l'a pas fait quand même. Donc voilà, Max qui boude. Bon, ça sera fini, ça va durer 2-3 courses, puis après, ça sera bon l'année prochaine. Hein. Il va pas bouder toute la saison 2023 non plus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Tant que Lewis veut courir, il doit le faire, déclare Verstappen. Ah bah il reparle de Lewis. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme il dit. Ça prouve que les gens changent d'avis, même moi je me vois pas à 40 ans en F1, mais peut-être que dans 5 ans je voudrais 50 plus et ainsi de suite. Je juge pas les choix de Lewis ou de chaque autre pilote, il doit faire ce qu'il pense être juste, et tant qu'il veut courir, bah il doit le faire. Ça, on peut pas lui donner tort là-dessus. Hein. Effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Donc, bon. Nous avons eu de grandes batailles. Je suis sûr que dans les années à venir, toutes les équipes se rapprocheront de toute façon. Donc, ça sera intéressant de voir qui sera encore là pour se battre pour les victoires. Ce dimanche, on pourrait de nouveau avoir une bataille entre lui et Hamilton, comme en fin de course à Austin, même si le niveau est encore inégal entre la Red Bull et la Mercedes. Est-ce que ces batailles serrées avec Hamilton lui manquent? Et oui, évidemment, on se souvient de 2021, les batailles serrées, notamment Silverstone et Monza. C'était rigolo, non? J'ai eu différents types de batailles cette année, avec d'autres pilotes. Bon là, il vise Charles Leclerc, évidemment. Comme je l'ai déjà dit, chaque pilote est différent dans ses batailles, et quand vous devez aller à la limite, vraiment, pour vous battre pour la position, c'est toujours agréable. Il faut s'adapter à votre adversaire, et je sais le faire. Oui, donc en gros, il n'a pas répondu à la question, il a répondu par une pirouette, on va dire. Sacré Max. Moi, je pense que ça lui manque pas, les batailles avec Hamilton, il préfère se battre avec Leclerc. Il s'apprécie plus avec Leclerc, donc c'est plus facile, les batailles, je pense que... Ça peut moins tourner au vinaigre qu'avec Hamilton, parce que Hamilton, il a rien à foutre de Max et inversement. Donc voilà, bah écoutez, on verra si un round 2, une saison 2023 entre Hamilton et Verstappen pour le titre. Pourquoi pas Russell et Leclerc aussi, allez. Ciao, ciao. Allez, on reparle de Didi, qui a accepté son sort et finit sa vie dans son refuge. Une rive au bord d'un lac, une forêt dense, une vue magnifique. Lorsque la fin inévitable est devenue évidente, il n'a pas voulu retourner à l'hôpital. Il a accepté son sort et a déménagé à Auf am Wolgangsee, un bel endroit qu'il a acquis il y a quelques années, et une longue rive au bord d'un lac. Une forêt dense tout autour, une vue magnifique, et les montagnes autour de Blackwand. Un hôtel voisin a été rénové dans le respect de son style. La nourriture vient de là, les médecins ont pris en charge le patient chez lui, mais sans acharnement thérapeutique.
Il voulait profiter de ses derniers mois. Tout s'est fait dans le plus grand secret car les médias avaient déjà spéculé sur la maladie. Mateschitz est mort à Auf am Wolgansee où on a vu les meilleurs plongeurs se jeter du... Les noms allemands, c'est insupportable, voilà. Falkensteinwand, j'ai pas fait allemand LV2, désolé, hein. Où des Alpha Jets ont fait des acrobaties dans le ciel. Où des hélicoptères ont effectué des mouvements périlleux devant des milliers de spectateurs. Où Didi a atterri avec son petit hydravion. Ou fait du bateau avec ses proches. C'était son refuge. Eh ben écoutez, au moins il est parti heureux, j'ai envie de dire, et pas mort dans un hôpital. Ah, c'est ça aussi quand on est riche, hein. On peut se permettre des choses que le commun des mortels ne peut pas. Voilà pour Mateschitz, je vous laisse commenter. Que va faire la FIA des 7 millions de Red Bull? Alors ça, bonne question en vrai. Hein. Ils vont se payer des yachts et des voitures de sport. Pour Horner, une idée pourrait être la création d'un championnat féminin ou la mise sous tutelle des W Series, aujourd'hui en difficulté. C'est une énorme somme d'argent, c'est évidemment à la FIA de décider ce qu'elle choisit de faire avec cet argent. Nous espérons qu'il sera utilisé à bon escient, évidemment. Nous voyons des championnats qui ont du mal en ce moment et j'espère que ça pourra leur faire du bien. Ou recréer un championnat féminin sous la tutelle FIA cette fois. C'est dès que mon idée, poser la question aux 9 autres directeurs. Tout le monde aura des idées. Et oui, bravo. La W Series, sauvée grâce à l'argent de Red Bull. Bravo Red Bull. Une chose est sûre, cette amende ne fera pas de mal à Red Bull, qui est maintenant plus que rentable avec les budgets plafonnés. Horner fait une révélation sur le montant des primes accordées par la FOM dorénavant. En termes d'effet de l'amende sur Red Bull, disons que cette année a été une bonne année pour nous. La somme que nous recevons de Liberty cette année dépassera le plafond lui-même. Oh! Ah oui, quand même. Donc la Formule 1 est en excellente santé, les revenus du sponsoring sont solides, tout comme les revenus commerciaux. C'est pourquoi le plafond des coûts doit être bien surveillé, car vous avez une somme dépassant le plafond en termes de primes pour les 3 ou 4 premières équipes du championnat. Même les équipes du fond de grille verront probablement 70 à 80% de leurs coûts couverts par les primes. Ouais, donc on peut conclure que les équipes du fond de grille sont quand même pas rentables. Même Alpha ou As ou Alpine. Alpine, si, peut-être, pour le coup. Ça dépendra s'ils finissent devant McLaren ou pas. Mais McLaren, je pense pas qu'il soit rentable, hein, pour le coup, là. Bon, ça viendra peut-être. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Alors, la réponse d'Hamilton suite aux commentaires d'Alonso. Voyons ce qu'il a répondu. Il a répondu sur Twitter. Ok. Premier Lewis Hamilton, deuxième Fernando Alonso. Ça, c'est subtil mais intéressant. En réponse aux déclarations d'Alonso, Hamilton a décidé de partager une photo du Grand Prix des États-Unis 2007. À l'époque, Hamilton avait réussi à remporter la course pour McLaren à Indianapolis, tandis que son équipier avait terminé deuxième. Le septuple champion du monde a ensuite tapoté Alonso sur la plus haute marge du podium. Avec ce message, Hamilton semble vouloir communiquer qu'il a réalisé plus de choses dans sa carrière en Formule 1 que le pilote espagnol. Les déclarations présentes d'Alonso semblent donc avoir frappé fort. Voilà, ça c'est beau ça, bravo Lewis. Tout en subtilité. Et Fernando, évidemment, il appréciera. Et ça va peut-être le calmer un peu, Fernando, parce que bon, il s'acharne un peu trop sur Hamilton, je trouve, en ce moment, ces derniers mois là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez, ciao. Toto Wolff expose sa théorie sur les fuites qui ne viennent pas de la FIA. Ah ah, quelle est la théorie de Toto, du coup? Il a démenti les suggestions de Red Bull et les rumeurs selon lesquelles c'est une source à la FIA ou une ancienne responsable de Mercedes qui était responsable des fuites concernant la violation du plafond budgétaire. Les projecteurs étant braqués sur Shaila Anrao, qui est aujourd'hui secrétaire général de la FIA qui bossait pour Mercedes, qui était avocate et conseillère. La fuite ne vient pas de la FIA, révèle-t-il. Il y a 10 directeurs financiers assis ensemble toute l'année à essayer de comprendre qui a fait quoi, qui en a parlé. Je pense que c'était eux. Mais il y a eu une violation, donc, peu importe comment ça s'est produit, une violation est une violation. Cette volonté de faire sortir la taupe, c'est aussi une sorte de théâtre de guerre secondaire, une tentative de Red Bull de dévier l'attention sur ce qu'ils ont fait. Ah, Toto, il dit les termes. Depuis son QA de Maranello, le patron de Ferrari Binotto ne recule pas non plus devant la pression exercée sur Red Bull, déclarant après les qualifs du Grand Prix du Mexique que la voiture de Max Verstappen l'année dernière était illégale. Oh Binotto! La FIA a confirmé qu'il n'y avait qu'une seule équipe qui était illégale, Red Bull, c'est un fait. Plus de 2 millions, soit environ 2 dixièmes par tour. Ça va peut-être changer l'issue du championnat. J'espère qu'un précédent n'a pas été créé, car nous ne voulons pas dépasser le budget et nous resterons légaux. Binotto soutient que l'amende de 7 millions de dollars et une réduction de 10% du temps passé en soufflerie pour les 12 prochains mois ne sont pas une sanction assez sévère. En fait, il pense que ça pourrait même être un avantage. Comme l'a dit Laurent Mekies, la pénalité en soufflerie, si elle n'est pas accompagnée d'une réduction du plafond budgétaire, signifie qu'ils peuvent dépenser l'argent ailleurs. La sanction ne compense pas l'avantage qu'avait Red Bull. Quant à l'affirmation selon laquelle la pénalité en soufflerie équivaut à une perte d'une demi-seconde, Binotto répond « Je ne pense pas. Ça sera beaucoup moins.
Et puis, rien ne vous empêche de vous passer ces 10% en fin de saison. Une fois la voiture développée, 90% de votre temps alloué à développer votre voiture se passe finalement normalement. Le plus gros a été fait. Voilà, merci Binotto, merci Wolf. Tout a été dit. Je suis totalement d'accord avec ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Alors, suite aux propos d'Alonso, il y a Ocon qui est intervenu. Et il déclare que lui aussi peut compter toutes les casses moteurs qu'il a eues. Ocon trouve que son aîné a tendance à exagérer. J'ai la boîte de vitesse qui a cassé les mollets en qualif, j'ai la voiture qui a cassé à Silverstone, j'ai abandonné à Singapour. Moi aussi, je peux les compter. Je pense que nous avons tous les deux eu des problèmes. Il ajoute, moi aussi, j'ai utilisé 6 moteurs. Il en a cassé un aujourd'hui, certes. Nous sommes au même nombre de moteurs. Alonso a déjà été trahi par son unité de puissance sur de 4 courses contre seulement 2 pour Ocon. Ce dernier a pris soin de sa monoplace au Mexique, donc, non sans laisser filer de la performance à cause d'une perte de pression d'eau. Il a pris la 8ème place, avec sous le drapeau damier, 12 secondes de retard sur Ricciardo. Je pense qu'il s'agissait de limiter la casse aujourd'hui, c'est bien de pouvoir marquer des points, mais ce n'est pas un bon résultat pour l'équipe. Nous avons perdu Fernando, de mon côté j'ai géré beaucoup de problèmes de refroidissement tout du long, j'ai dû faire du lift and coast pendant une bonne partie de la course. Ouais, donc il a perdu du temps, c'est pour ça qu'il était largué par rapport à Alonso. Il avait un problème mécanique. Il pouvait pas attaquer au maximum, c'est pour ça qu'ils ont perdu la place face à Ricciardo. Forcément, quand il y a eu les 10 secondes, j'ai laissé passer, j'ai pas défendu comme un fou, mais malheureusement, nous avons dû gérer plus que prévu. C'est pourquoi nous avons perdu la place face à lui. Bref, beaucoup de choses à revoir pour nous. Espérons revenir plus fort dans les 2 dernières courses. Voilà, donc, Alonso, voilà, c'est du Alonso, quoi, il exagère toujours. Après, il a peut-être eu, quand même, globalement, un poil plus de soucis de fiabilité qu'Ocon, mais pas autant qu'il voudrait nous faire croire. On va dire ça comme ça. Je vous laisse commenter. Allez, encore Alonso. Peut-être qu'Alpine me donne les pires moteurs. Bah oui, allez, tiens. C'est un complot contre Fernando, évidemment. Alors, je vous préviens, c'est un peu long, donc on va bouffer du Alonso pendant 3-4 minutes, là, je pense. Mon niveau n'a jamais été aussi élevé cette saison, mais mes résultats de cette fin d'année sont au plus bas. C'est donc frustrant, mais je ne peux rien y faire. Car comme je l'ai toujours dit, c'est toujours la voiture numéro 14 qui a des problèmes de fiabilité. C'est toujours ma voiture qui se fait baiser, et je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, baiser carrément, quoi. Il doit y avoir un chat noir ou quelque chose comme ça. À 20 tours de l'arrivée, je perdais un cylindre qui me privait de 20% de puissance moteur. J'étais alors 20 secondes devant les McLaren et mon coéquipier. Ma course était exceptionnelle jusque-là. Ça va, les chevilles, Fernando? Ma course était exceptionnelle. J'étais vraiment le meilleur pilote du plateau à ce moment-là de la course. Austin et le Mexique ont été mes 2 courses les plus performantes en termes de rythme. C'est une bonne chose que le moteur finisse par casser. Au moins, nous avons stoppé la voiture et on n'a pas eu besoin de rester en piste. J'en étais à 60 points perdus cette année, donc ça fait 66 désormais. Il tient les comptes, hein, c'est incroyable. Et bien sûr, tous les autres en profitent pour marquer plus de points qu'ils ne devraient. C'est incroyable que l'une des 2 voitures abandonne à chaque course, que ce soit toujours la mienne. Je pense savoir casser 5 moteurs cette année. Puis, il y a aussi eu le problème en qualif en Australie, puis en Autriche, où je ne pouvais même pas prendre le départ du sprint. Donc sur 50% des courses, nous n'avons pas marqué les points que nous méritions. Mais on ne peut plus rien y faire. Il compare avec McLaren Honda. Durant la première année de collaboration avec Honda, nous avions cumulé 72 places de pénalité sur la grille de départ sur l'ensemble de la saison. Mais la différence, c'est que les 2 voitures abandonnées à l'époque. Cette année, c'est uniquement la mienne. Je pense que nous n'étions pas suffisamment préparés. Peut-être qu'ils me donnent les pires moteurs. Mais putain, les accusations sont honteuses quand même. Hein. Oh. Mais vous vous rendez compte la toxicité du mec, quoi? Je pense honnêtement que c'est le pilote du plateau le plus toxique de la F1. Alonso, pour moi, c'est ce mec-là. Parce que Max, il irait pas jusqu'à dire des choses comme ça quand même. Il serait plus mesuré. Mais lui, il te défonce le team, mais d'une manière outrageuse. Je trouve ça honteux, quoi. Je vous dis, s'il fait pareil chez Aston Martin, il va vite virer, lui. Hein. Parce que Papa Stroll, il va pas accepter ça, je pense. Hein. Je veux dire, mon moteur ne termine pas les courses. Ce n'est plus de la malchance si vous changez 6 ou 7 fois de moteur, mais que vous continuez à abandonner. Ils doivent donc faire du meilleur travail l'hiver prochain, mais pas trop non plus, je l'espère. Eh ben oui, vu que, du coup, il sera chez la concurrence. Oh là là, il repart dans des outrages. Il a désormais hâte que son aventure chez Alpine se termine et se fiche de savoir si son A522 sera performante avec Taragos. Je m'en fous, je vais y aller. Je piloterai aussi vite que je le peux, puis nous irons à Abu Dhabi pour célébrer avec l'équipe et je rentrerai chez moi. Mon Dieu. Software, s'agissait d'un problème moteur. Ce ne sont pas les mêmes personnes qui préparent le moteur d'Esteban et celui de Fernando. La probabilité que ça se produise est faible, mais pas nulle. Il peut arriver que les problèmes se produisent d'un seul côté du garage. Mais je pense qu'il s'agit de la chance du tirage au sort. Il n'y a aucune raison qui peut expliquer que seul Fernando soit affecté par ce type de circonstances. Alors, Pirelli tiendra une nouvelle séance d'essai réservée aux pneus 2023 après le Grand Prix d'Abu Dhabi. Fernando Alonso devrait normalement rejoindre Aston Martin du 1er janvier au 1er janvier 2023, mais il laisse entendre qu'il pourrait se retrouver à bord de la MR22 avant cette échéance.
Va-t-il pour cela négocier une libération anticipée avec Alpine? A-t-il les cartes en main vu la situation actuelle? Je suis toujours en charge de mon propre destin, répond-il. Quelle arrogance. Putain. Il est incroyable celui-là aussi. Hein. Oh. Ah, j'ai jamais pu le piffrer Alonso. Hein. Mais vous voyez ce qu'il a dit là? Il a encore mis plus bas que terre Alpine, alors qu'ils lui ont quand même donné une voiture plutôt performante, je trouve, depuis son retour en 2021. Donc là encore, il crache dans la soupe, littéralement. Et voilà, c'est de la toxicité pure. Et tu peux le faire ton point rageur. Hein. Mais là, franchement, c'est lamentable ce comportement. Voilà, j'ai tout dit. Qu'est-ce que vous en pensez ?